Au XIXe siècle, le train est un véritable symbole de la modernité et de l'industrialisation des sociétés. Rapidement, il va inspirer les artistes qui le reprennent ou le détournent dans leurs œuvres. Au premier rang de ces artistes, les peintres, et notamment les plus connus, Caillebotte, Tissot, Monet et bien d'autres. Ce sont leurs œuvres, parmi tant d'autres, que l'on peut retrouver en ce moment au Musée d'Art de Nantes. Celui-ci accueille, jusqu'au 5 février 2023, une exposition passionnante, Le Voyage en train. Avec plus de 100 œuvres présentées, cette exposition éclaire sur la manière dont, à partir du milieu du XIXe siècle, l'essor du chemin de fer a modifié notre perception et nos représentations du temps et de l'espace. C'est cette approche inédite qui nous a donné envie, chez Rail et Histoire, d'être partenaire de cette exposition. Pour cet épisode, j'ai la chance d'être accompagné de Jean-Rémy Touzet. Il est commissaire scientifique de l'exposition et conservateur en charge des collections du XIXe siècle au Musée d'Art de Nantes. Ensemble, nous avons parcouru les couloirs du musée et il m'a raconté quand et comment cette exposition a vu le jour. Alors au Musée d'Art de Nantes, on aime bien montrer comment l'art en fait est le fruit de la société dans laquelle il grandit, s'épanouit, comment les artistes réagissent bien sûr aux autres œuvres d'art, mais aussi au contexte historique dans lequel ils produisent finalement des œuvres. On a par exemple fait une exposition sur Charlie Chaplin vue par les artistes de l'art moderne, donc le cinéma et l'art, une exposition aussi sur la mode au XVIIIe siècle, voir comment les artistes ont des liens avec les modistes, les graveurs de mode, etc. Et puis là, on s'est dit, pourquoi pas regarder l'histoire de l'art, les beaux-arts, au prisme d'un autre univers, un univers technique qui est celui des chemins de fer. Et voilà, on est parti de ce postulat que la révolution technique des chemins de fer est aussi une révolution esthétique. Et bien sûr, on pense à la vitesse, à l'accélération du monde, au fait que les distances se raccourcissent, que les artistes voyagent, ils ont une sensation de l'espace et du temps complètement différente. Et cela se ressent dans leurs tableaux. Et on le voit dans cette exposition, à la fois dans les œuvres des impressionnistes, de Claude Monet, de Bracquemont, de James Tissot, et plus encore jusqu'à la naissance d'un art moderne, plus abstrait, avec par exemple les œuvres de Robert et Sonia Delaunay. C'était incroyable cette exposition. Moi j'ai adoré. Et le lieu est génial. Il faut qu'on y retourne avec Manon. Je crois que ça va beaucoup lui plaire. Tiens, regarde. C'est déjà en ligne. Lance la vidéo. Bienvenue dans Il était une voix, le podcast de Rail et Histoire. La guerre, l'écologie, le droit des femmes, l'élection présidentielle, l'art. Chaque mois, nous explorons l'histoire au travers d'une thématique. Commençons par une sculpture bien connue des habitants de la gare Saint-Lazare. L'heure de tous d'Armand. Toutes ces horloges et ces réveils réunis, c'est fascinant, presque hypnotisant pour moi. C'est une œuvre assez drôle, en fait, quand on la regarde. C'est une accumulation de réveils et d'horloges les unes sur les autres, une sorte de totem comme ça. En fait, c'est l'État qui a commandé au sculpteur Armand 2 sculptures pour le parvis de la gare Saint-Lazare. Alors, il y en a une, elle s'appelle Consigne à vie. C'est une accumulation de valises les unes sur les autres. Et l'autre, l'heure de tous, cette accumulation donc de réveils et d'horloges. Et c'est assez rigolo quand on la regarde comme ça, toutes ces horloges qui indiquent des heures différentes et qui font finalement bien sûr référence aux voyageurs pressés, à cette histoire des chemins de fer qui a changé notre rapport finalement à la ponctualité, au fait d'arriver à la gare à l'heure. Et c'était assez compliqué finalement dès le milieu du 19e siècle parce que l'heure n'est pas encore synchronisée entre les différentes villes, entre l'heure qu'on a sur sa montre et l'heure qui est affichée à la gare. Il y a des heures locales, il y a des heures internes au réseau de chemin de fer et même parfois il y a des heures différentes à l'horloge du fronton de gare et à l'horloge du quai. Voilà, donc on se débrouille comme on peut, on regarde les indicateurs de chemin de fer, on essaye de voir combien de temps on aura de changement à la gare de Lyon-Perrache par exemple, et on se débrouille comme on peut dans cette nouvelle un peu grille horaire qui nous entoure. Et cette sculpture, elle fait un peu référence à ce temps fou
et à une sorte de poétique aussi du temps. Armand parle de recyclage poétique du réel. Voilà, on va recycler des objets du quotidien en montrant finalement ce qu'on voit plus autour de nous, ce qui dirige un peu notre vie au quotidien, que ce soit nos valeurs, nos envies, mais aussi voilà, ces sortes de règles comme le temps, qu'on ne voit plus mais qui sont pourtant là et qui nous régissent. Et lui, il va même plus loin, parce que finalement le temps est aussi politique dans ses écrits. Une dizaine d'années avant, il écrit un texte qui s'intitule « Le temps n'est pas innocent ». Vous voyez, donc une sorte d'accusation du temps. Et il dit que le temps est une sorte de système au service des États, des églises, des pouvoirs qui viennent contrôler les individus. Donc derrière cette accumulation un peu folle, il y a aussi quelque chose d'un peu inquiétant. C'est vrai que c'est hypnotisant. Arthur, enfin. Mais... Arthur! Mais... Arthur! Arthur, enfin! Mais... Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Et c'est quoi cet accoutrement bizarre? Regarde cet homme là-bas avec une pipe et une jaquette. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est quoi cette robe qui m'écrase les côtes? Tu verrais ton chapeau. Tu peux te moquer, toi, avec ton canotier et ton petit nœud papillon? Attention sur le guide, arrivée du train en gare de la Ciotat. 2 minutes d'arrêt, 2 minutes d'arrêt. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on n'a pas le choix. On monte dans le train et on voit où tout cela nous mène. Oh. Dès ses origines, le cinéma va s'emparer du sujet du chemin de fer. On le retrouve chez les frères Lumière, dans les films de Méliès et de bien d'autres encore. J'ai ici en tête cette anecdote, réelle ou fantasmée, reprise en 1896 dans la revue satirique Les Étoiles, à propos de la projection d'un film des frères Lumière que l'on peut découvrir dans l'exposition. Le public, effrayé par les images en mouvement du train, aurait pris ses jambes à son cou de peur d'être écrasé. Il y a plusieurs œuvres des frères Lumière dans l'exposition, et avant même l'arrivée du train en gare de la Ciotat, qui est le petit film le plus connu des frères Lumière, ils ont réalisé dès les années 1895, où leurs opérateurs ont filmé pour eux des dizaines de panoramas filmés depuis les chemins de fer, donc des vues frontales, des vues latérales, où on voit sur des fragments d'1 minute, comme ça, le monde qui défile devant nos yeux. Et là, on voit le lien finalement entre le cinéma et le train, et qui donne naissance même au travelling, hein, qui est un procédé cinématographique assez courant, de positionner une caméra qui va bouger latéralement et qui va filmer le monde, et qui en plus va le filmer avec une sorte de fantaisie et de surprise. C'est-à-dire qu'on ne va pas cadrer les actions qui nous intéressent, on va déléguer finalement à la machine le cadrage, et on va seulement comme ça recevoir les images qui s'imposent à nous. D'un coup une vue ouverte sur la Saône ou le Rhône, et puis d'un coup une publicité qui surgit au premier plan, et puis le quai, les gens qui sont sur le quai. Voilà, une forme de surprise auquel les artistes n'étaient pas forcément habitués, puisqu'avant ils composaient vraiment leurs œuvres, ils construisaient. Là, ils laissent finalement une part de hasard rentrer sur l'écran du tableau. Et puis du coup, l'arrivée du train en gare de la Ciotat, c'est un peu la même chose, en gare de Lyon-Perrache. Il y a plusieurs versions dans les années 1895-1896. Bien sûr, c'est aussi cette image qui existe depuis le tableau de William Turner en Angleterre dans les années 1840, d'un train qui surgit vers le spectateur et qui est le symbole un peu de cet effroi, de cette machine nue qui vient comme ça faire une tempête dans un paysage qui est lui-même une forme de tempête, qui vient tout remuer, si vous voulez. Là, c'est aussi, encore une fois, une deuxième action qui se produit, c'est celle des passagers qui attendent sur le quai, qui ne bougent pas, et puis qui d'un coup rentrent dans le cadre, sortent du cadre, et vous voyez une mère avec sa fille qu'elle tient par la main courir, et puis un homme s'arrêter, chercher son bon wagon et courir, les passagers se croiser. Et c'est ça finalement l'action des temps modernes, c'est celle de la foule et du hasard, des croisements des passagers entre eux.
trouvons une place. Ici, le compartiment est presque vide, c'est parfait. Bonjour, jeunes gens. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Celui-ci aussi a une drôle d'allure. Oh, un tunnel. T'as vu ce paysage? J'ai toujours aimé regarder le paysage par la fenêtre des trains. C'est un spectacle dont je ne me lasse jamais. Et cet homme au loin qui semble peindre, tu le vois? Monet est l'un des artistes qui s'est le plus attaché au sujet ferroviaire. Je pense ici par exemple à ses tableaux de la gare Saint-Lazare. Mais, comme Van Gogh, il a aussi mis des trains dans ses paysages. Monet fait partie finalement d'une génération qui a grandi avec le train. Il est né en 1840 au Havre, au moment même où la ligne de Paris au Havre est en train d'être construite. Et finalement, sa vie va être marquée par des allers-retours incessants entre le Havre et Paris, Rouen, puis plus tard, lorsqu'il va à Argenteuil et à Giverny où il va habiter. Et ça, on le voit dans sa correspondance. Il parle tout le temps des trains pour venir le voir, en gare de Vernon, des horaires depuis la gare de Saint-Lazare. Il va voyager en Hollande, en Angleterre plusieurs fois. Et là, c'est assez classique de dire que sans le train, sans l'invention aussi du tube de peinture et d'autres inventions, il n'y aurait pas eu d'impressionnisme. L'art aurait été complètement différent. Et chez Monet, ça prend aussi une tournure particulière parce que dès les années 1870, et ça on le voit avec un tableau qui ouvre l'exposition Le train dans la campagne, qui est un tableau du musée d'Orsay, il y a toujours à la fois une sorte de confrontation entre les personnes qui marchent à côté des chemins de fer et ce chemin de fer qui passe à l'horizon. Lui, il essaye vraiment finalement de nous donner la sensation, au spectateur qu'il est un voyageur qui va s'approcher au plus près des rails dans la fameuse série des gares Saint-Lazare qu'il peint en 1877, où il a le droit d'aller directement sur les quais et même au-delà, près des voies, peindre les machines passées. Et puis donner aussi la sensation de ce passage éphémère du train dans le paysage, puisqu'on le voit, il peint très rapidement, il brosse le ciel, le plan d'herbe verte, et puis ces figures qui ne sont plus que des silhouettes. Donc la fugacité du passage du train dans le paysage se retrouve finalement dans la fugacité du regard du peintre et des spectateurs sur le tableau. Je suis d'accord avec vous, jeune fille. Rien de tel qu'un voyage en train pour s'évader. Veuillez excuser mon intrusion dans votre conversation. Je me présente, Colonel Longlet. Le chemin de fer et le temps sont des sujets très liés. Le chemin de fer a calibré et fixé les heures en France. Le temps de trajet entre les lieux s'est réduit grâce au train. Et il suffit de feuilleter un ABC anglais ou un Shakespeare français pour constater que temps et train ne font presque qu'un. James Tissot, c'est un peintre qu'on aime beaucoup, puisqu'il est né à Nantes et qu'on est très heureux de présenter dans cette exposition. D'autant plus que cette œuvre est assez étonnante, puisque c'est un des rares portraits de voyageurs dans un compartiment, ici la de première classe, au XIXe siècle. On voit les boiseries, on voit le contour des fenêtres qui est sans doute cuivré. Bon, il y a des tas d'éléments comme ça. Et puis lui-même porte une veste avec des revers à fourrure. Il a une couverture de voyage sur les genoux. Il a des gants. Et puis, on se dit que ce portrait, finalement, qui est le portrait d'un colonel, qui peut représenter ses multiples voyages de par le monde, peut aussi représenter, finalement, le portrait d'un homme moderne. Il tient comme ça de sa main droite une main courante au-dessus de son épaule, et puis de sa main gauche, il sort de son gousset, c'est la poche de son veston, une montre qu'il regarde comme s'il était craintif, comme s'il se demandait s'il allait arriver en retard, rater un rendez-vous. On ne sait pas trop l'histoire, et justement il est livré à ce temps de l'attente. Et d'ailleurs il a même sur ses genoux l'ABC. C'est la Bible des chemins de fer en Angleterre, qui a été publiée des années 1850 aux années 2000. Alors je ne sais plus quand est-ce que ça s'est arrêté exactement. Et c'est ce guide des horaires de tous les trains en Angleterre qui avait vraiment pour vocation d'être l'ABC, c'est-à-dire le livre facile à comprendre pour se déplacer en Angleterre. Pourquoi cet homme court-il dans le couloir?
Il a peut-être raté son arrêt. Non, pas du tout. Tous les jours, il passe comme ça. Il s'est mis en tête de prendre en photo le paysage à partir du train en mouvement. Une folie, si vous voulez mon avis. Les peintres, les cinéastes se sont emparés du motif ferroviaire. Mais il ne faut pas oublier les photographes, qui se passionnent jusqu'à aujourd'hui pour cet univers. On ne compte plus les ferroviphiles et ferrovipates en tout genre qui s'intéressent au sujet. On présente 3 photographies de Paul Nadar qui datent de 1884 et qui sont les premières photographies prises depuis le train, donc du paysage, encore conservées aujourd'hui. Alors on sait qu'avant lui, dès les années 1882, il y a un photographe belge qui pointe l'objectif comme ça en dehors de la fenêtre du train. Mais là, ce sont vraiment les premières conservées et elles sont vraiment touchantes parce qu'il écrit sur le carton, sous la photographie, le lieu qu'il photographie, par exemple, environ de Bois-Colombes, en banlieue parisienne, et puis en dessous, épreuve instantanée obtenue pendant la marche rapide d'un train. Alors là, on sent qu'il est très fier de cet exploit avec cette épreuve instantanée qui n'était pas possible dans les années 1860-1870 et qui, grâce aux évolutions techniques et scientifiques de la photographie, le sont dans les années 1880. On sent qu'il est assez fier et qu'il perpétue une tradition, puisque son père était le fameux Nadar, le plus grand photographe portraitiste du milieu du 19e siècle, qui lui-même avait fait par exemple les premières vues de Paris depuis un ballon, une montgolfière au-dessus de la place de l'Étoile, et qui avait aussi fait les premières photographies au flash des catacombes. Donc voilà, l'invention de la photographie aussi au prisme du train et dans une volonté de vaincre finalement le mouvement, puisque les premiers voyageurs se plaignent finalement d'être déconnectés du paysage lorsqu'ils prennent le train. Tout bouge, c'est flou, on ne voit rien, on ne s'arrête pas. Là, avec la photographie, c'est magique, on s'arrête, on retient ce qu'on voit, puisqu'on peut le ramener, on a la photographie ensuite chez soi, si l'on veut, et en plus, c'est net. Mais du coup, ces photographies, aujourd'hui, elles ont une sorte de... on est un peu nostalgique quand on les voit, ou on est un peu déçu aussi parce qu'on se dit finalement arrêter le temps comme on a essayé de le faire avec ces photographies, ça ne marche pas. Et regarde, au fond, dans les fourrés, des créatures étranges qui s'enfuient. On dirait des... Des faunes. Ou des nymphes peut-être. Mais où sommes-nous donc tombés ? Pour la peinture, le 19e siècle est un siècle de renouvellement et presque de révolution, avec des peintres comme Courbet, Manet, Caillebotte et bien d'autres encore qui bousculent l'ordre établi. Un parallèle est peut-être à faire avec le monde des transports et l'arrivée des chemins de fer qui chamboulent tout sur son passage. C'est pour ça qu'on a mis dans l'entrée même de l'exposition un tableau de Frédéric Auguste Bertholdi, qui est connu pour avoir fait la Statue de la Liberté, mais qui a aussi été peintre à ses heures. Et là, c'est un tableau assez drôle qu'il présente au Salon de 1870, qui s'appelle « Adieu la mythologie ». « Adieu à la mythologie », c'est une référence à un poème de Théophile Gautier, les Néréides, qui raconte l'arrivée d'un bateau à vapeur sur la mer, et avec sa cheminée fumante, et qui fait fuir donc ces personnages mythologiques, ces nymphes de la mer, que sont les Néréides, qui font peur. Et il raconte même avec un brin d'humour que les gens sur le bateau regardent ces choses bouger et que les passagers du bateau prennent ce mouvement pour un mouvement de phoque ou d'otarie, je ne sais plus quel animal. Mais voilà, donc il y a une sorte de critique du train, de cette désacralisation d'un paysage mythologique, sacré, immuable, qui est comme ça perturbé par une machine qui en plus, c'est ça, Victor Hugo le décrit bien, une machine qui est complètement nue. On n'a même pas cherché à l'habiller, à la décorer, à la peindre, non. C'est noir, c'est du métal, ce sont des mécanismes. Voilà, et ça, c'est pour les défenseurs d'un art classique, si on veut, c'est vraiment un crime de lèse-majesté. Et Bertholdi s'en amuse un peu dans ce tableau, Adieu la mythologie, puisqu'on y voit une locomotive qui fonce comme ça de l'arrière-plan, qui surgit vers nous, et à côté, un groupe de personnages nus, qui sont des faunes et des nymphes, et qui fuient comme ça vers la forêt pour se réfugier et se cacher. Donc on ne sait pas si lui reprend cette critique, ou si au contraire il s'en amuse et qu'il se moque finalement de la technophobie de ses contemporains. Je descends ici. Je vous souhaite un bon voyage, jeunes gens. Ce fut un plaisir de partager ce compartiment avec vous. Merci, colonel.
t'as vu cette gare? C'est superbe, tous ces arbres, toute cette forêt. Mais c'est quoi ce train? Tu l'as vu? Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Les voyageurs. Oui, quoi, les voyageurs? Mais c'était des animaux. Rien que ça, des animaux. Et tu te crois dans un film d'épouvante? Certains artistes nous surprennent avec des œuvres tout à fait étonnantes. Je pense notamment au train de plaisir, ou en tout cas à la vision que Lucien Schmitt en a. Rappelons qu'à l'origine, les trains de plaisir sont ces trains de villégiature, notamment à destination des stations balnéaires, les trains de plaisir qualifiés aussi des voyages que certains messieurs faisaient avec leur maîtresse en fin de semaine. Et c'est une des stars de l'exposition, hein. C'est un tableau qui fait, imaginez un tableau de plus de 3 mètres de large, où vous avez un compartiment, un wagon en face de vous, et des fenêtres du wagon, il y a 8 ou 9 têtes de vaches qui sortent, qui semblent beugler, se pousser les unes contre les autres. Et comme vous le dites bien, c'est vraiment une sorte de critique humoristique de ces trains de plaisir. Le titre est Train de plaisir, 2 points d'exclamation, complet, 3 points d'exclamation. Donc c'est vraiment une critique humoristique de ces trains de plaisir qui permettait aux hommes fortunés, mais aussi à une large partie de la population qui bien sûr avait l'argent pour se payer les billets, d'aller le week-end dans les stations balnéaires ou dans les autres lieux touristiques. Et ce tableau il est intéressant parce que c'est vraiment la première fois, on est en 1880, qu'un peintre ose récupérer finalement ce qui est un leitmotiv de la caricature. On en trouve chez Daumier, on en trouve chez Cham et chez d'autres dessinateurs. Cette caricature des trains complètement bondés dans lesquels des chefs de gare essayent de faire rentrer encore 7 passagers coûte que coûte. Et c'est aussi une caricature de notre volonté finalement de luxe, de désir, d'évasion qui est complètement ruinée par les autres, puisque l'enfer, c'est bien connu, ce sont les autres. Je confirme, nous avons été projetés dans un Stephen King. Le train a également été beaucoup raillé et caricaturé. On pense ici à Honoré Daumier, à Cham ou Albert Robida, des maîtres du genre. On présente une gravure de Vallotton, le maître du noir et blanc et de l'humour, qui représente un compartiment dans lequel on voit tous les leitmotifs de cette caricature du chemin de fer, avec un bébé qui pleure, des passagers beaucoup trop chargés, un petit chien qui sans doute sent mauvais. Alors on n'a pas les gens qui fument la pipe ou d'autres choses, mais on a vraiment ce sentiment d'enfermement et puis de manière un peu grinçante. Vallotton les encourage avec la légende en dessous, puisqu'il dit aux voyageurs plus que 7 heures, donc tenez bon, il ne reste plus que 7 heures. C'est quoi toutes ces lumières qui s'agitent au loin? C'est un problème de signalisation, j'ai l'impression. Papa nous avait expliqué ça avec une comptine, je m'en rappelle pas bien. C'est très bizarre quand même. Les artistes ne se sont pas intéressés qu'aux machines et aux gares. Ils ont parfois puisé leur inspiration dans des éléments très particuliers, mais hautement symboliques des chemins de fer, comme les traverses ou la signalisation. Oui, Takis a eu une sorte de choc esthétique en visitant une gare du Nord un jour où il a vu ces signaux comme des yeux monstrueux le regarder. Et puis, à partir des années 50, il va lui-même construire des signaux. Et dans les années 60, des signaux électriques. Et là, on en présente un ensemble, sont des longues perches en métal au-dessus desquelles il y a des sortes de lumières colorées comme ça qui vous regardent et qui sont aussi des éléments qui captent comme des antennes, peut-être des choses qui viennent d'ailleurs et qui transforment finalement cette esthétique de la signalisation, du contrôle des trains, des horaires, des voyages en quelque chose de beaucoup plus poétique. Un problème de signalisation nous oblige à ralentir et à effectuer un arrêt momentané après le tunnel. Ça ne me dit rien qui vaille tout ça. Moi j'aime pas les tunnels, et je les ai jamais aimés. Mais ne fais donc pas l'enfant. Suite à un problème mécanique, notre train va devoir s'arrêter en gare pour une durée indéterminée. Super, nous voilà paumés en plein désert maintenant, et quelle chaleur. Tu exagères pas un peu en plein désert, alors que nous sommes dans une ville? Profitons-en un peu pour descendre et nous dégourdir les jambes. Elle est étrange cette gare.
Chez certains artistes, comme Giorgio de Chirico, on retrouve ce mélange entre le passé et la modernité, le croisement des époques, comme nous l'avions déjà vu chez Bartholdi avec son Adieu à la mythologie. De Chirico peint à partir des années 1913 de nombreux paysages désertiques, crépusculaires, des sortes de places italiennes, c'est le nom de l'œuvre qui est présentée ici, dans lequel quelques passagers ou personnes se promènent. euh, Au-delà de toute utilité ou de toute fonction. Le train ici, qu'on voit à l'arrière-plan comme une silhouette derrière un mur, une silhouette noire, n'est plus du tout cet objet utilitaire qui sert à se déplacer d'une ville ou à une autre, mais plutôt une sorte de symbole d'un voyage dans le temps. Ici, dans le passé, on voit une sculpture antique au premier plan, complètement figée, et puis un voyage finalement aussi en nous-mêmes, dans notre inconscient, dans nos rêves. Mais il a aussi une dimension un peu politique, si on veut, puisque les surréalistes sont connus aussi pour avoir remis en cause non seulement l'impérialisme européen, mais aussi toute forme d'utilitarisme. Et chez Chirico, c'est assez prégnant et poignant, si on veut, puisque son père était lui-même un ingénieur des chemins de fer qui a travaillé notamment en Grèce. Et là, on voit aussi ce regard envers la technologie, qui est aussi un regard envers nos aînés et le passé, et cette histoire finalement européenne d'une volonté comme ça un peu démiurgique, un peu prométhéenne, de s'emparer du temps et de l'histoire et de l'espace qui est au cœur de l'exposition. Eh, réveille-toi, marmotte, on arrive dans 2 arrêts. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es dans le tram et tu t'es endormi sur l'épaule de ta voisine. Heureusement, c'était moi. Ta voisine, c'était moi. Enfin, t'as pas beaucoup regardé la vidéo, toi, hein. Mais j'ai fait bien mieux encore, j'ai voyagé dans les tableaux de l'expo. Qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai fait un rêve merveilleux, je t'ai projeté dans les tableaux que nous avons vus au musée. D'ailleurs, t'étais là toi aussi et nous passions d'un tableau à l'autre. C'était génial. Mais c'est bien la première fois qu'une visite dans un musée te met dans cet état. Un grand merci à Jean-Rémy Touzet et aux équipes du Musée d'Art de Nantes. Nous sommes très fiers d'être partenaires de cette exposition et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à la visiter que j'en ai eu moi-même. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux ce que vous en avez pensé et à en parler autour de vous. On vous invite, n'importe où vous habitiez, à prendre le train, à passer par la nouvelle gare de Nantes qui est en elle-même un monument, vous le verrez, et puis à faire ce voyage entre art et technique en découvrant quelques-uns des plus beaux chefs-d'œuvre de la peinture au Musée d'Art de Nantes.